Une vallée mystérieuse. À Tahiti, au cœur du Pacifique, une vallée se distingue par la richesse de ses traditions et de ses grands plateaux. Cette vallée, c'est celle de la Punar'u. C'est une oasis où le temps a ralenti sa course, où la vie est restée presque comme avant. Ses reliefs et sa végétation offrent un spectacle remarquable et elle possède une particularité qui la rend unique. Elle abrite les derniers orangers sauvages de Polynésie française. Voici l'histoire d'un monde qu'on oublie. Une année entière à la découverte des orangers des hauts plateaux et de ces hommes qui veillent sur leur mémoire. Chaque année, au mois de juillet, les porteurs d'oranges redescendent de la montagne. Depuis plus de 50 ans, ils défilent, les épaules chargées d'agrumes. La mairie a sorti les stands, le jury est prêt. À Punauia, c'est la fête des oranges. Le sourire est facile, le fruit est roi. Les porteurs deviennent des symboles de force, de tradition, d'abondance. Certains y voient un folklore, d'autres, une preuve que tout va bien. Après tout, les oranges sont là. Elles sont belles. On dit qu'elles viennent des plateaux, de la vallée de la Punar'u, au fond de la montagne. On dit que c'est chaque année pareil, qu'il y en a toujours. C'est vrai, et pourtant ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il faut traverser, ce qu'il faut porter. Ce qu'on ne voit pas, c'est l'engagement discret de ceux qui remonteront dans la vallée bien après les festivités. Ici commence l'histoire de ceux qu'on ne voit pas, l'histoire de ceux qui montent et dont les actions résonnent plus bas, pour que le spectacle continue. Ce témoignage parle des protecteurs de la vallée de la Punar'u et de ce qu'il faut surmonter pour qu'un fruit devienne un emblème. Ils sont peu, une quinzaine peut-être. Seul un petit groupe arpente régulièrement ces sentiers montagneux et vient entretenir les chemins ou nettoyer les orangers. En conséquence, les arbres fruitiers disparaissent peu à peu. 2, 3, parfois 4 heures de marche. Les sacs lourds, les outils qui pèsent dans le dos. Mais l'appel est plus fort. Les racines, la boue, la pente ne sont plus des obstacles, mais un seuil vers un autre monde. Car à plus de 400 mètres d'altitude, la mémoire de ce royaume persiste. Le plateau Tamanu garde les traces des anciennes tribus qui vivaient autrefois sur les hauteurs. Les pierres et les racines dessinent encore des marches naturelles, comme si la montagne, elle aussi, se souvenait. Là-haut,
À l'abri du refuge, le Puhapa, c'est ce territoire oublié qui s'offre à nous. Pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de serrure. Seulement le feu, la rivière et le souffle immense de la montagne. Ici, on ralentit, on respire, on prend le temps, celui qu'on n'a jamais en bas. Et quand vient la nuit, dans cet abri fait de planches et d'efforts, le sommeil est profond, réparateur. Lors du Tomor à Anani, le festival des oranges, l'abondance semble intacte, rassurante. Mais là-haut, la montagne ne ment pas. En quelques décennies, 95% des orangers ont disparu, rongés par l'abandon, les maladies et les plantes invasives. Pour préserver l'avenir, l'association a fait naître un jardin. 400 jeunes orangers plantés autour du refuge, dans un espace pensé pour le renouvellement, l'observation et la transmission. Et aujourd'hui, il faut l'entretenir. Le miconia, le tulipier du Gabon, des plantes venues d'ailleurs, invasives, impitoyables, gagnent du terrain. Ils étouffent les orangers, rongent la lumière. Une tragédie pour les arbres fruitiers qui subissent une invasion sans précédent. Alors, l'association lance un appel. Des proches, des amis, des volontaires répondent. Ils débroussaillent, taillent, dégagent le ciel pour que le soleil atteigne les jeunes pousses et ils ralentissent pour quelques semaines la propagation des espèces envahissantes, puisant dans cette patience obstinée qui prolonge le rêve des oranges. Pour remercier les bénévoles, les chasseurs ont été autorisés à débusquer un cochon. Désiré, l'un d'eux, posera quelques pièges. Il en connaît la science. Le piège à collet est une technique efficace. Une corde, quelques morceaux de goyavier comme déclencheur, une tension, un passage bien choisi et l'espoir que l'animal s'y engage. Cette fois, la chance a souri. Un cochon s'est laissé piéger dans la journée. Alors, au Puhapa, le travail peut commencer. Un feu puissant est préparé, nourri de feuilles de niau, non pour cuire, mais pour brûler. C'est le temps du flambage. Ce procédé, en pleine montagne, remplace le trempage à l'eau bouillante. Ici, on épile à sec.
Dans cet instant brut, il n'y a plus de distance entre l'animal et l'assiette. Juste la nature, la main, le feu, la transformation en nourriture. La mort n'est pas cachée. Elle est vue, assumée, respectée. Un savoir-faire transmis, une véritable classe verte, un cochon à l'orange de la vallée de la Punar'u. Préparé pour ceux qui, aujourd'hui, sont venus donner un peu d'eux-mêmes à cette terre. Le statut, ce qu'on appelle le statut de conservation, ça dit le degré de menace qui pèse sur une espèce. Et donc, c'est décliné en... Il y a des choses que la vallée ne dit pas d'elle-même. Alors, à la mairie de Punauia, malgré la fatigue de la semaine, quelques bénévoles s'assoient face à des recueils, des photos, un écran. Ariki, Rémi, Jean-Claude profitent de cette formation. Ils apprennent à distinguer feuilles, écorces, nuances entre un plant d'oranger et une pousse étrangère. Même loin des pentes abruptes, la vallée continue d'enseigner. D'autres savoirs ne s'acquièrent pas en restant assis. Ils s'apprennent debout, encordés, parfois même dans la peur. Te Ariki, surnommé Goliath, progresse dans l'arbre et apprend différents types de coupes. Ce travail d'élagage en hauteur est exigeant. C'est un effort complet qui forge autant la rigueur que la retenue. Casque, visière et chaussures anti-coupure ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Soutenue par l'association, cette formation qualifiante permettra des actions d'élagage en hauteur et même du secourisme en milieu périlleux. Car la protection de la vallée est un combat organisé. Un mois plus tard, ce n'est plus un exercice. Le terrain est réel, le danger aussi. Un manguier géant au cœur du Purapa doit être élagué. Ce sont ces aptitudes et bien d'autres qui font tenir les oranges. Dans le silence des arbres, certains trouvent des réponses, un apprentissage patient, un avenir qui se dessine, celui des prochaines récoltes, celui qui résiste, saison après saison, afin de continuer à parcourir et protéger ce royaume végétal. Mais parfois, ce n'est pas pour le travail que montent les porteurs. Parfois, c'est pour chercher quelqu'un, un frère, un porteur, un ancien. Comme Eugène, 65 ans. Parti seul à l'aube, il s'est éloigné du refuge par les sentiers pourtant familiers, mais il n'est jamais revenu. Quelques mois plus tôt, c'était Ralph, le chasseur, retrouvé sans vie en bas d'un sentier de crête. Une chute mortelle. Mais pour Eugène, rien. Il s'est effacé.
comme si la montagne avait décidé de le garder. Les disparus de la vallée ne sont plus là, mais ils ne sont pas partis. Ils habitent désormais les gestes de ceux qui grimpent, la mémoire de ceux qui restent. La vallée est belle, beaucoup s'y reconnaissent mieux qu'en bas. Mais la forêt, parfois, referme ses bras. Au cœur de la vallée de la Punar'u, là où les sentiers s'élèvent encore davantage, se dresse un de ces 3 plus grands plateaux. Bienvenue au plateau Terata, perché à 750 mètres d'altitude. Un lieu difficile d'accès qui devient aujourd'hui le théâtre d'une renaissance. Ariki, porteur d'une vision, dirige la mission, offrir à cette terre une seconde chance d'accueillir des orangers en préparant la construction d'une véritable pépinière. Entouré d'une poignée de fidèles, il grimpe chaque semaine les flancs de la vallée et dégage les ronces, coupe les fougères, trace un cercle de terre. Un héliport de fortune, un pont entre le matériel d'en bas et le projet d'en haut. Et 2 mois plus tard, grâce au soutien de plusieurs organismes, un hélicoptère est mobilisé pour acheminer ce que les hommes seuls ne peuvent porter. Depuis le plateau de Veitavere, à l'aube, les camions déchargent leur cargaison. Puis la machine s'élève. À chaque passage, une charge s'arrache du sol, flotte un instant et disparaît vers les cimes. Au plateau Terata, les volontaires guettent le bruit du moteur. 10 rotations, pas une de trop, qui témoignent de l'ampleur et du coût de cette entreprise. Pendant quelques heures, la montagne devient théâtre logistique, tendu entre ciel et terre. Et désormais, le chantier peut commencer. Sur le plateau, les mêmes visages, unis par l'idée tenace qu'ici, quelque chose peut renaître. Et le projet prend racine, pas seulement dans le sol, mais dans les esprits. C'est un pari, celui que les orangers peuvent revenir, qu'un coin de montagne peut redevenir un jardin, un souvenir d'enfance, où l'abondance était la règle. Autour du feu, la nourriture rassemble les humains depuis des millénaires, dans un langage universel. C'est un retour à soi, des êtres vivants, reliés à la terre, reliés les uns aux autres. Un avant-poste d'humanité. « 15 jours plus tard, les orangers survivants, encore vulnérables, ont été déplacés, nettoyés, remis en pot, protégés.
autour du refuge, les citernes s'installent, recueillant la pluie, car au plateau Terata, aucune rivière ne coule. Et pourtant, quelques orangers sauvages tiennent bon. C'est leur présence, fragile mais tenace, qui a tout déclenché. Si la vie pousse ici, alors elle peut renaître. Ainsi est née l'idée de la pépinière. Grâce aux formations organisées, les protecteurs de la vallée comptent dans leur rang 26 bûcherons et 16 élagueurs. Et depuis mars, la fabrication de planches avec système de guidage est devenue réalité. Ces équipements permettent la réalisation de mobilier de montagne, caissons, tables, bancs, planchers, pour bâtir avec ce que la forêt peut offrir. Plus loin, le bois tombé est broyé. L'ennemi végétal devient une ressource et nourrira les jeunes pousses. Loin des foules du défilé des oranges, ce petit groupe coordonne depuis des mois les efforts silencieux qui ont permis à ce lieu d'exister. Pour protéger ce qu'on leur a transmis et peut-être un jour transmettre à leur tour. Le maire de Punaauia est venu constater les avancées de la pépinière. Ariki guide la visite, commente, partage l'histoire. Car en 2019, tout était encore sauvage. Pas d'eau, pas d'abri, pas de matériel. Les graines d'oranger poussaient comme elles pouvaient, et la moitié n'ont pas survécu. Les tronçonneuses, les bidons, les baramines, tout était monté et redescendu à dos d'homme. Aujourd'hui, des citernes assurent l'eau, une clôture protège les plants, les outils sont modernes, les bûcherons formés. Fini les nuits sous la bâche et le matériel reste sur place, stocké à l'abri. C'est une nouvelle zone de vie dans l'histoire de la vallée. Aux côtés du président Jean-Claude, le maire plante un jeune oranger, symbole d'un héritage que l'on refuse d'abandonner. Et désormais, la vallée ne vit plus seulement dans les souvenirs des anciens orangers. Elle regarde maintenant vers ceux qui viendront. Vers les pousses qui grandiront si la volonté et la présence des hommes demeurent. Un nouveau défilé approche.
La semaine prochaine, les oranges descendues seront offertes au regard lors des festivités données par la mairie. Une semaine d'efforts, de gestes, de rituels qui, chaque mois de juillet, ramènent les porteurs à l'essentiel. Ceux qui se sont préparés toute l'année s'apprêtent à vivre leur semaine la plus dense, celle où l'effort devient offrande. Depuis le bas de la vallée, des ombres familières s'élancent à nouveau vers les hauteurs. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement de rejoindre le Puhapa. Il faut aller plus loin, vers l'un des plateaux les plus reculés. Ho'a'a. 2 heures de marche supplémentaire vers un bout du monde suspendu. Ce week-end-là, une douzaine de chasseurs se sont dispersés dans la vallée. Chaque équipe s'est installée sur un territoire. Car la mission est claire. Rapporter avant dimanche les cochons qui nourriront plus de 150 adhérents attendus en début de semaine. Bienvenue à Anatitioro, abri d'un week-end qui accueillera le chasseur Jaco et son équipe. Une bâche tendue, une roche contre le vent, un torrent froid pour se laver. La montagne fournit l'essentiel. Le reste, on l'oublie. À la nuit tombée, un groupe s'est déjà enfoncé dans la forêt. Ils vont souvent par deux, un chasseur et un porteur. Loin du feu, l'obscurité rend les repères instables. Le froid colle à la peau, l'humidité s'insinue sous les vêtements. Les chasseurs avancent à l'instinct, à l'écoute. Mais ce soir, la montagne ne dira rien. Aucun tir n'a retenti. Un prélude qui ne troublera pas le calme de la forêt nocturne. Heureusement, plus tard, un rendez-vous a été fixé. Les pièges tendus la veille jalonnent les sentiers. Tous sont vides, sauf un. Au fond d'un passage étroit, quelque chose a mordu. Dans l'ombre des racines, le cochon est là, sauvage, encore libre dans ses yeux. Jaco attend. Il connaît cette tension. Piégé par les racines d'un arbre couché, le cochon résiste. Sa gueule cherche la chair. Une morsure peut sectionner un doigt. Mais peu à peu, l'animal s'épuise. La bête est entravée, haletante, encore dangereuse, mais vaincue. À l'aide d'une perche taillée sur place, les chasseurs le hissent sur leurs épaules, chargés non pas d'oranges, mais d'un autre festin, une offrande pour les adhérents, une récompense pour ceux qui monteront lundi.
Ce soir-là, à Ho'a'a, à la lueur d'un feu improvisé, Tehotu et Paushi s'activent. Ce n'est plus un instant de chasse, c'est un moment de savoir-faire, où le feu purifie, où la forêt regarde. Rien ne doit se perdre. Ici, tout est encore plus brut, plus sauvage. La chaleur du corps devient une menace pour la conservation de la viande. Alors, il faut faire vite. Préserver la chair, rendre les entrailles à la terre et alléger le poids pour le retour. L'eau fraîche efface le sang, les traces, la hâte. Elle accueille ce qui reste, apaise la chair. Tout est à sa place. Le feu, la terre, l'eau, l'air, le cycle du vivant. Le lien entre tous. Ce week-end, une dizaine d'hommes ont vécu là, entre veille et instinct, dans ce campement rudimentaire, taillé pour survivre, se reposer, attendre. La chaleur des carcasses suspendues s'est dissipée dans l'air nocturne. La chair est désormais prête à voyager. « 30 kilos sur le dos, le retour vers le Puhapa sera long. » Quelques adhérents, montés avant la cueillette, s'activent avec énergie. Le festin ne sera pas improvisé. Cette fois, pas de casserole ni de feu de fortune. Le cochon sauvage sera cuit à l'ancienne dans un ahima, le four tahitien creusé dans la terre. Vestige vivant d'un savoir transmis depuis les temps anciens. Nos porteurs sont de retour. Le manque de sommeil entre les traques de gibier commence à se faire sentir. Il était temps d'arriver. Ce week-end-là, 11 cochons sauvages auront été chassés et nettoyés au fond de la vallée. Certains sont revenus découpés en larges morceaux, d'autres attrapés près du refuge sont entiers, encore lourds de leur vie sauvage. Il faut alors les préparer de nouveau. Une partie est trempée dans de grandes marmites, macérant lentement dans un mélange d'agrumes, d'épices et d'herbes de montagne. D'autres seront enveloppés, presque entiers, dans des feuilles de palmier tressées à la main. Cette cuisson est longue. Elle se fera à l'étouffer toute la nuit et tout le lendemain. 24 heures dans l'antre de la terre.
où la roche brûlante, la vapeur et la patience feront leur œuvre. La terre recouvre tout. Elle enferme la chaleur, enferme les arômes et scelle la promesse d'un festin à venir. Et dans la vallée de la Punar'u, au milieu de ces hauteurs oubliées, la chair des montagnes s'imprégnera d'orange, de goyave, de feu et de sel. Un goût unique. À l'entrée de la Punar'u, le vieux stade s'agite, rythmé par les pas, les voix, les retrouvailles, battement d'un cœur collectif. Certains sont là chaque année, d'autres pour la première fois. Tous viennent s'inscrire auprès de Moana, le trésorier. Un geste simple, mais chargé de sens, se reconnecter à la montagne. Les bambous aussi sont là, compagnons fidèles depuis parfois 10 ans. Bientôt, ils seront chargés de fruits. L'association porte seule, ou presque, ce poids, celui de la tradition, de la protection et de la transmission. Et certains, en silence, mesurent déjà ce qui les attend. Après avoir réglé leur adhésion, ils sont plus d'une centaine aujourd'hui à prendre le chemin du plateau. Beaucoup avec des souvenirs, tous avec l'espoir d'être à la hauteur. Le sentier, cette fois, est entretenu. Ils savent que dans quelques jours, il faudra redescendre avec 50 kilos sur le dos et que ces gestes, anodins aujourd'hui, seront une aide bienvenue au moment de la descente. Pendant ce temps, sous la terre, un feu invisible travaille. Le président Jean-Claude remercie d'abord la montagne, cette terre nourricière qui ne donne rien sans effort. Puis, le cochon sauvage, pris à la forêt comme un don que l'on s'engage à honorer. Enfin, il remercie les hommes, ceux qui sont montés, ceux qui ont porté, ceux qui ont cuisiné, ceux qui ont su coopérer, tenir toute l'année, ensemble. Les pieds dans la terre, chacun salue ce moment où la communauté devient famille.
le repas de la veille est encore dans les esprits. La viande partagée a scellé un pacte invisible, celui du devoir. Sur la grande clairière du refuge, hommes, femmes, enfants sont rassemblés face au président. Ils parlent de l'effort, du respect, de la mission, d'un chemin qui ne se parcourt pas tout seul. À ses côtés, Ariki et Rémi répartissent les tâches. Chacun hérite d'un fragment de montagne à faire respirer. Alors, tous s'enfoncent dans les hauteurs, dans les méandres végétaux des plateaux Terata ou Maraetia. Les 2 jours qui vont suivre seront consacrés à l'entretien de la vallée. Les plateaux de la Punar'u étaient autrefois tapissés d'orangers. Aujourd'hui, on désherbe, on creuse, on taille, on ouvre les chemins comme une lutte contre leur disparition. Chacun trouve son rythme. Les anciens guident les plus jeunes. L'initiation passe par les mains, par la terre, par le souffle. Ce souffle, c'est celui des adhérents, une poignée de volontaires qui chaque année reprend à zéro, qui refait les sentiers comme un jardinier reprend son jardin. Mais leur jardin est sauvage. Et dans cette lente préparation de la cueillette, chacun mesure à nouveau l'écart entre le fruit qu'on célèbre et la terre qu'on oublie. Les visages sont marqués par la fatigue des jours précédents. Et pourtant, ils sont là, encore rassemblés. Chacun sait, aujourd'hui, c'est le jour le plus attendu, celui de la cueillette. Puis vient la prière, une dernière respiration collective avant le départ. Et là, à l'instant même où la prière s'achève, le calme explose. On court, tous, comme si notre vie en dépendait. Aujourd'hui, on ne discute plus en chemin. Il faut être le premier. Il y a trop peu d'oranges, trop peu de pieds encore debout. Alors, on court. Les jeunes ont la vitesse. Les anciens, heureusement, ont les secrets. Ils connaissent des arbres oubliés, cachés dans la vallée. Parfois, ils partagent ce savoir, mais la confiance se mérite. Car on dit que c'est la nature qui manque, mais ce sont les gestes qu'on a perdus. Autrefois, on nettoyait son pied d'oranger après avoir cueilli dessus. On enlevait la mousse,
les racines, on ouvrait le sol au soleil. Aujourd'hui, on cueille, on s'en va, et l'arbre, lentement, s'éteint. Chaque oranger qui meurt est un geste oublié, et chaque course effrénée, un reflet de ce que l'on devient. Une société qui court, partout, même là où autrefois on prenait le temps. Tamari ipunaru no te tomora ai te anani ini ai te tamanu reo iti faate ni no te amora ahai re imua mai te marama ini ayara no anuai tahiri no amai pehupe o punaru auira o te aora hie e tiraha no amai orohena te mau ano te Watapo ia oia iti atahururau no te whenuane. Wahiti mai te marama ini ayara no anuai tahiri no amai pehupe o punaru auira o te aora hie e tiraha no amai orohena te mau ano te whenuane Watapo ia oia i te atahururau no te whenuane Watapo ia oia i te atahururau no te whenuane te whenuane. Après une matinée entière dans les feuillages, il faut maintenant rentrer. Avec 30, 40, parfois 60 kilos sur le dos. Alors le bambou, le maura'au, entre en scène. Une marche lente, concentrée. Une véritable épreuve. Un marathon lesté, sans chrono, sans spectateurs.
Une performance humaine. Grimper, cueillir, trier, porter, transmettre. Aller chercher sa nourriture à la source, toucher le sol, les branches, les fruits, comprendre ce que cela coûte, en mesurer la valeur. C'est un fragment de monde ancien, un rite de passage que l'on répète chaque année, un pont entre les générations. Ce matin, le soleil se lève pour mettre en lumière un dernier rituel périlleux, la grande descente. Le poids d'hier pèse encore dans les muscles et aujourd'hui, il faudra redoubler d'efforts. Car cette descente est redoutable. 2 à 3 heures de marche raide sur un sentier glissant, piégé de boue, de pierres et de racines. Une marche silencieuse, le regard fixé sur le prochain pas. Sur son épaule, la bosse du porteur, petite montagne de chair formée par les années, les charges très lourdes, souvenir d'un effort répété jusqu'à se graver dans le muscle. Cette bosse de l'orange devient une marque d'honneur et d'expérience parmi les porteurs. D'autres partent plus tard, le temps de se donner du courage, de rassembler leurs forces. Alors, on s'entraide naturellement à hisser le maura'au sur l'épaule. Puis, une fois qu'il est posé, plus de retour possible. Il faut marcher. Chaque faux pas peut coûter sa cargaison. Le bambou est lisse, l'épaule en sueur. Il suffit d'un mouvement brusque, d'un instant d'inattention, et la charge glisserait. Le bras ne pourrait retenir un poids aussi lourd. Ce serait 50 kilos
qui tomberait d'un seul coup dans un fracas de fruits et d'efforts brisés. Être porteur d'orange est une fierté, mais c'est aussi une leçon. On apprend la mesure. Porter plus lourd, c'est risquer plus. Et parfois, vouloir briller, c'est tout perdre. Il faut se connaître, accepter ses limites. Chaque pas est une mise à l'épreuve. On ne court plus, on marche. Et enfin, 400 mètres de dénivelé négatif, le mur final. Le chemin depuis le Purapa jusqu'en bas de la vallée est long, plus de 3 heures parfois. Au milieu de cette descente spirituelle, le Ti'ara-Aitu, un sentier suspendu, raide, étroit, redouté, là où les anciens repoussaient les ennemis à coups de pierre. Pendant cette descente, le monde entier s'efface. Il n'y a plus de pensée, plus de bruit, de soucis, plus de projection, seulement l'instant présent. Et cette impression rare, être connecté, vivant, totalement vivant. Dans ces reliefs polynésiens escarpés, le porteur ne descend pas que des oranges. Dans cette solitude, le dialogue se fait intérieur. Si cette tradition venait à disparaître, il ne resterait plus que des traces, des rochers, des souches, des sentiers oubliés. La Punar'u, enfin, elle marque l'arrivée, la frontière entre les mondes. Sur la rive opposée, le parking. On se sent léger. La fierté pèse son poids. Ce n'est pas qu'un exploit, c'est un héritage.
Nous sommes de retour, là où tout a commencé, un samedi matin, en bas de la vallée. Les porteurs ont préparé les glanes toute la nuit. Ces filets de fibres naturelles, tressés à la main, presque oubliés. Très peu ont dormi. Ils ont sélectionné les plus belles oranges, celles qui raconteront leur semaine, leur fatigue, leur lien à la montagne. Désormais, on sait. Ce n'est plus l'homme qu'on regarde, c'est l'histoire qu'il porte. Être porteur d'orange, c'est gravir, c'est endurer, ne rien lâcher, s'aligner une année avec la montagne, devenir un protecteur de la vallée de Punar'u. Car la forêt change, les orangers disparaissent et il faut régénérer, former, planter, transmettre, non pas seulement pour sauver une fête, mais un monde de tradition, une mémoire vivante. Dans la foule, il y a peut-être encore des regards émerveillés, des cœurs ouverts qui feront la différence. Non parce que nous leur avons raconté, mais parce qu'un jour, ils ont vu. Tamari Punar'u no te tomora ai te anani ini ai te tamanu reo iti faate ni no te amora ahai re imua wahiti mai te marama ini ayara no anuai tahiri no amai pehu peo Punar'u auira o te aora hie e tiraha no amai orohena te mau ano te whenua ne wa tapo ia oia i te atahururau no te whenua ne